Bonjour et bienvenue à la première vidéo de votre unité de chimie pour le cours de 9e année sciences. Dans cette vidéo, nous allons explorer c'est quoi la fameuse atome, pouvoir expliquer un peu l'évolution de nos connaissances de l'atome, expliquer les différents modèles de l'atome qui ont été créés au fil du temps pour arriver à notre concept, notre compréhension courante de l'atome. C'est vraiment ce concept que vous allez amener avec vous jusqu'à la 11e année. Quand je vous dis que tout ce que vous apprenez maintenant est réellement juste des modèles, puis que l'atome est même plus complexe que ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais ça va, on va garder nos... on va garder ça pour la 11e année, puis maintenant on va voir un peu comment l'atome a évolué au fil des années. Donc, la matière. C'est un mot qu'on utilise depuis longtemps. On vient de voir que dans les écosystèmes, il y a des composantes biotiques et abiotiques. Donc, c'est tout ce qui est vivant et non vivant. Tout ce qui est réel, qu'on peut toucher, c'est de la matière. Mais c'est quoi la matière? À l'intérieur, tu sais, pourquoi est-ce que le bois est différent du plastique? Pourquoi est-ce que la peau humaine est différente du métal? Qu'est-ce qui rend toute la matière différente? C'est ça qu'on va essayer d'expliquer à l'aide de la chimie. Ok, ben commençons avec les Grecs. On va aller vraiment dans le passé ici. 400 ans avant Jésus-Christ, Démocrite, un philosophe grec, a réalisé que la matière ne peut pas être infiniment divisée. À un certain point, on ne va plus être capable de diviser la matière. Donc, comme exemple concret, disons que tu as ton monsieur ici qui essaie de briser son morceau de roche. Ben, ce morceau de roche-là, il va être brisé en deux. Puis là, chacun de ces morceaux de roche-là, il va essayer de les diviser en deux encore. Pour former 4 morceaux. Puis là, chacun de ces morceaux-là, il va essayer de le diviser encore en deux. Chacun de ces morceaux-là, il va le diviser encore en deux. Puis si on continue à diviser la matière, éventuellement, Démocrite a réalisé qu'on va atteindre un point où on n'est plus capable de diviser la matière. Et ça, c'était vraiment la fondation pour les premiers concepts de l'atome. C'est du concept qu'à la base, il y a une matière qui ne peut pas être divisée. Aristote, à peu près 50 ans plus tard, a fourni la théorie que la matière provient de 4 éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Puis cette théorie a duré pour 2000 ans. Puis à la base, c'est que le feu, c'est tout ce qui est sec et chaud. Puis le feu, aujourd'hui, c'est ce que nous connaisserait comme la chaleur. Alors, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la chaleur, Aristote a pensé que toute la chaleur provient du feu. L'air, alors ça serait la chaleur. L'air représenterait ce qu'on connaît aujourd'hui comme les gaz. Puis l'air, il a dit que tout ce qui est chaud et humide provient de l'air. Tout ce qui est froid et humide provient de l'eau, selon Aristote. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme les liquides. Et tout ce qui est sec et froid provient de la terre. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme les solides. Alors, Aristote nous a donné vraiment la base des différentes phases de la matière, des différents types de matière. Mais cette théorie de feu, air, terre et eau a duré pour pas mal 2000 ans. Pour 2000 ans, on pensait que toute la matière au monde provenait de un de ces 4 éléments. Donc là, on saute de 350 avant Jésus-Christ jusqu'à 1766. Où M. John Dalton a essayé une petite expérience scientifique.
Et justement, c'est pas mal la même expérience scientifique que un de vos collègues est présentement en train de réaliser dans le cours de sciences pour son projet d'enquête. John Dalton a passé un courant électrique à travers l'eau liquide. Et en faisant ça, Dalton a créé deux gaz. Il a créé l'hydrogène, je devrais peut-être pas écrire ça en jaune, l'hydrogène, et il a créé l'oxygène. Puis il a constaté que les deux gaz avaient des propriétés qui étaient différentes de l'eau et d'eux-mêmes. Donc il a constaté que l'hydrogène avait des propriétés différentes de l'oxygène, que les deux étaient différentes de l'eau. Et en constatant que ces trois choses étaient différentes, il a constaté qu'ils devaient être à la base constatés de différentes composantes. Donc, à la suite de ses expériences sur la séparation de l'électrolyse de l'eau, Dalton, en 1803, a proposé une nouvelle modèle, une nouvelle version de ce qu'Aristote avait proposé. Puis, son modèle de Dalton là, était basé sur des expériences et non sur des théories comme Aristote. Donc, Dalton, en premier, a dit que toute matière est composée d'atomes. Okay? Que ce soit le bois, l'eau, l'hydrogène, l'air, tout est composé d'atomes. Il a dit, deuxièmement, que tous les atomes d'un élément sont identiques, sont les mêmes. Donc, c'était sa deuxième proposition. Donc, disons que tu as un grand bécher d'eau. Ben, l'eau, c'est pas un élément. Ça, c'est un mauvais exemple. Disons que tu as un masse de carbone. Tous les atomes à l'intérieur de cette masse de carbone sont exactement les mêmes. Troisièmement, il a dit que chaque élément a des éléments différents. Donc, si tu as une masse de carbone et tu as une masse de fer, les atomes dans le carbone et les atomes dans le fer vont être différents. Ils ne vont pas être les mêmes. Parce que si c'était les mêmes, ils seraient le même élément. Quatrième, il a dit que les atomes de différents éléments pouvaient se mélanger en proportion constante pour créer des composés. Donc, on va voir dans une vidéo qui s'en vient la différence entre un élément et un composé. Mais essentiellement, juste pour donner un preview, un composé, c'est un mélange de plusieurs éléments ou plusieurs atomes d'un même élément. Et 5, il a dit que pendant une réaction chimique, les atomes sont réarrangés. Puis à partir de Dalton, on a eu une grande loi qui s'est découlée, qui s'appelle la loi de la conservation de la masse, qui dit que la masse ne peut pas être créée ni détruite, mais est toujours conservée. Donc si par exemple j'ai un atome jaune qui se réagit avec un atome bleu, je vais produire un composé qui contient un atome jaune lié à un atome bleu. Right? Il y a donc sa cinquième proposition dit que les atomes sont juste réarrangés. Et sa quatrième proposition dit que les composés sont juste un mélange de différents atomes éléments en proportion. À la suite du travail de Dalton, là on est maintenant dans les années 1890-1900, donc ça fait peut-être 125 ans. Joseph Thomson a travaillé avec ce qu'on appelle un tube à décharge gazeuse. C'est un tube qui contient un cathode et un anode, c'est-à-dire deux électrodes chargées différemment. Donc, à ce bout-ci, on a un cathode, c'est un électrode chargé négativement. Ici, on a un électrode chargé positivement. Et on remplit
appareil avec un gaz. Et ce qui se passe, c'est que le cathode émet un rayon vers l'anode. Et Thomson a déterminé que, étant donné que le rayon va toujours du cathode à l'anode, le rayon doit être chargé négativement. Parce que si des fois ça allait de l'anode à la cathode, ça serait peut-être une chose différente. Ça serait un envoi de particules positives. Mais le négatif allait toujours charger de positif. Donc, il a dit que des particules doivent être chargées négativement pour vouloir aller vers l'électrode positive. Puis Thomson a essayé une grande variété de gaz. Et il a découvert que peu importe quel gaz il mettait là-dedans, le rayon ne changeait pas. Ce rayon était toujours là. Il a donc conclu que peu importe le gaz, tous les gaz étaient composés de quelque chose en commun. Et c'est à partir de cette découverte qu'il a découvert l'électron. L'électron, c'est la particule chargée négativement, et il a donc conclu que l'électron doit se retrouver dans l'atome, en se bâtissant sur les propositions de Dalton, que toute la matière est composée d'atomes. Thomson a dit, ok, ben si tout était composé d'atomes, tous les atomes doivent avoir des électrons, des particules chargées négativement, parce que peu importe quel gaz je mets dans cet appareil, j'ai toujours le même produit. Donc en 1897, Thomson a dit qu'un atome contient des électrons à l'intérieur d'une matière qui est chargée positivement. Puis on appelle souvent ce modèle le modèle plum pudding parce que ça a l'air comme un morceau de plum pudding que tu mangerais en Angleterre. Donc son idée, c'est que tu as un atome qui a une charge positive. Et à l'intérieur de cet atome, pour contrer la grande charge positive que possède cet atome, tu as des particules chargées négativement qu'il appelle électrons. Donc, plum pudding, c'est comme des raisins dans un pain. Donc, ça a l'air un peu comme un... Ben, évidemment, ça n'a pas l'air comme des raisins dans un pain, mais tu as un peu l'idée, les gens ont pensé à ça comme des raisins dans un pain, des raisins négatifs dans un pain positif. Donc, ça, c'était l'idée de Thomson. Donc, Dalton a dit que les atomes sont la matière de plus petit et que tous les éléments ont des atomes différents. Et Thomson a dit, ok, ben, tout a des atomes. Puis à l'intérieur des atomes, il y a une charge positive qui est contrée par des particules qui sont chargées négatives, qui sont à l'intérieur de cet atome. Ernest Rutherford, qui était en fait un élève de Joseph Thomson, a un peu continué à travailler sur la structure de l'atome. En fait, Rutherford a travaillé à l'université de McGill à Montréal. Il n'est pas canadien, mais il est déménagé au Canada et a fait ses découvertes sur l'atome ici au Canada à McGill. C'est quand même une des plus grandes réussites scientifiques dans l'histoire du Canada. Ce que Rutherford a fait, c'est qu'il a travaillé avec l'élément qui s'appelle le radium. C'est un élément radioactif et naturellement, ça se décompose et ça crée ce qu'on appelle des particules alpha, qui sont des particules chargées positivement. Donc, Rutherford a créé un système où les particules alpha étaient envoyées très contrôlées vers une feuille d'or qui était très 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 mince. Et il s'attendait à ce que, selon les théories de Thomson, que la vaste majorité des atomes passent directement à travers la feuille d'or et frappent l'autre côté, juste ici. Et que il s'attendait à ce que quelques particules soient déviées
selon de la répulsion entre l'or et les particules alpha, et sachant que, selon Thomson, les atomes d'or auraient un centre positif. Donc, il s'attendait à ce que peut-être quelques atomes aient peut-être moins d'électrons que les autres et qu'il y avait un peu de répulsion. Il ne s'attendait pas à ce que l'or soit capable de complètement faire rebondir des particules alpha et de les faire frapper l'autre côté de son appareil. Et puisque l'or a pu rebondir des particules alpha, il a révisé le modèle de Thomson pour essayer d'expliquer ce phénomène. Parce que clairement, il y avait des atomes dans l'or qui ont dû avoir une charge positive assez élevée pour pouvoir faire rebondir un particule chargé positivement. Parce que deux particules positives vont essayer de s'éloigner l'un de l'autre et il ne va pas pouvoir traverser la feuille d'or. Donc en 1911, Rutherford a dit que les atomes sont plutôt vides et qu'au milieu de l'atome, il y a un noyau très petit, dense et concentré et chargé positivement. Et il a dit que au lieu d'avoir tous les électrons dans ce noyau, les électrons orbitent autour du noyau. Et c'est pour ça qu'on appelle le modèle de Rutherford, souvent on appelle le modèle planétaire. Parce que c'est un peu comme le noyau, c'est le soleil. Et autour du noyau, tu as des électrons qui font une révolution. Donc, ceci pourrait expliquer les observations de Rutherford parce que si dans la feuille d'or, tu avais un atome et que tous les électrons étaient du côté opposé de ton particule alpha, ton particule alpha va frapper le noyau positif et va être redirigé de l'autre côté, va vouloir s'éloigner du noyau au lieu d'essayer de passer à travers la feuille d'or, à passer à côté du noyau. Donc c'est pour ça que Rutherford a dit que les électrons doivent être en position de pouvoir pas toujours être à la même place, pour que des fois les atomes ont une caractère plutôt positive face à une autre particule. Puis là, un peu plus tard, Niels Bohr était en fait un élève, un collègue, je sais pas si c'était un élève, mais il était un collègue de Ernest Rutherford. Il travaillait avec Rutherford. Et il a essayé un peu de mieux définir le modèle de Rutherford. Parce que nous savons que les charges positives et négatives s'attirent. Mais si c'est le cas, comment est-ce qu'un noyau positif n'attire pas tous les électrons au centre du noyau? Right? Si Rutherford a dit que tu as un noyau concentré ici et positif, et autour du noyau, tu as des électrons qui circulent, comment ça se fait que les électrons ne sont pas tous attirés vers ce noyau? Comment est-ce qu'ils sont capables de rester en orbite autour du noyau? Et c'est ce que Niels Bohr a essayé de définir. Donc Niels Bohr a dit que il y a des électrons autour du noyau, comme Rutherford, et ces électrons occupent ce qu'on appelle des niveaux d'énergie définis. Et la raison qu'il a pu déterminer ça, c'est qu'il a pris de l'hydrogène, un gaz, et il a passé un courant électrique à travers l'hydrogène. Il a vu que le plus d'énergie, le plus d'électricité que tu passais
plus le courant était élevé, l'hydrogène émettait différentes couleurs. Parce que chaque couleur, vous allez apprendre en 10e année, chaque couleur représente un niveau d'énergie différent. Donc, le plus qu'il passait de l'énergie dans l'hydrogène, le plus que les couleurs, la couleur changeait. Et c'est cet indice-là que Bohr a pris comme preuve que les électrons occupent des différents niveaux d'énergie autour du noyau. Et que pour passer d'un niveau d'énergie à un autre, il faut ajouter de l'énergie à l'électron. Il faut donner à l'électron de l'énergie pour lui permettre de monter d'un niveau d'énergie à un autre. Et les électrons sont gardés à ces niveaux d'énergie justement parce qu'ils ont de l'énergie qui les permettent de surprendre, mais de surmonter l'énergie d'attraction du noyau. Donc, justement, en 1913, Bohr a modifié le modèle de Rutherford pour dire que oui, les électrons orbitent le noyau, mais ils orbitent dans des couches électroniques ayant des niveaux d'énergie très, très spécifiques. Alors, le modèle qu'on utilise aujourd'hui, le modèle qu'on va utiliser en 9e, en 10e, même en 11e année pour expliquer différents phénomènes chimiques, c'est ce qu'on appelle le modèle Bohr-Rutherford. Parce que c'est vraiment un mélange du travail de Bohr et de Rutherford qui nous a permis d'avoir ce modèle. Donc, dans ce modèle, nous avons un noyau très petit, concentré, dense et chargé positivement. Et nous avons autour du noyau des couches d'électrons. Et on va voir dans le module, je ne me rappelle pas si c'est sur le module 2 ou le module 3, que chaque couche d'électrons peut contenir un certain niveau, un certain nombre d'électrons. Et on va pouvoir prédire combien d'électrons vont se retrouver dans chaque couche d'électrons. Mais ça, c'est le modèle Bohr-Rutherford de l'atome. Alors jusqu'à présent, on a dit que le noyau est chargé positivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est dans le noyau qui le rend positif? Donc, des scientifiques ont découvert que dans le noyau, il y a, comme les électrons, des particules qui sont chargées positivement. Et on appelle ces particules des protons. Et les protons se retrouvent dans le noyau. Donc, on a les électrons qui sont négatifs, qui sont à l'extérieur du noyau et qui circulent autour du noyau. Nous avons les protons qui sont positifs, qui sont dans le noyau. Maintenant, là, on a un petit problème. Tu as un noyau qui contient, dans la majorité des cas, plus qu'un proton. Les protons sont positifs. Les charges positives vont essayer de s'éloigner l'un de l'autre. Donc, pourquoi est-ce qu'un noyau peut contenir plusieurs protons sans exploser? Parce que les protons vont essayer de s'éloigner l'un de l'autre. Donc, James Chadwick, en 1935, a démontré que le noyau n'est pas uniquement composé de protons, mais a également des particules neutres, qu'il nomme les neutrons. Et c'est à cause de la présence des neutrons que les protons sont capables de vivre ensemble dans le noyau. Parce que les neutrons, essentiellement, bloquent un peu cette force de répulsion et permet aux protons de partager cet espace ensemble. Ça, c'est un concept qu'on va explorer un peu plus en chimie 11e année, si vous prenez ce cours, pour expliquer un peu plus ce phénomène.